consultante et géographe de la santé, autrice de l'étude annuelle des délais d'obtention d'un rendez-vous en ophtalmologie pour le SNOF. Je reçois aujourd'hui pour la deuxième fois Joy Reynaud. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous faisons une sorte d'update de la situation des délais de rendez-vous en ophtalmologie, mais nous allons ouvrir le sujet sur la nécessité de poser des contraintes et le dilemme que cela induit. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Avec nous aujourd'hui, Joy Reynaud, que vous connaissez déjà par le fait qu'elle nous propose une enquête annuelle via le SNOF sur les rendez-vous en ophtalmologie. Donc on va faire aujourd'hui une update, si tu le veux bien. Et puis on va, surtout que cette update est importante parce que on est dans l'actualité sur le fait que va passer une loi comme pour contraindre a priori les médecins sur leur installation. Et évidemment, les autorités se basent sur les délais de rendez-vous pour pouvoir imposer ce genre de choses. Alors, passera pas. On n'est pas encore au bout du process, mais en tout cas, c'est bien parti pour l'être. Et donc, je le disais, une deuxième partie sur quelque chose plus de l'ordre un peu technique, sur le dilemme des contraintes. Tu vas nous en parler, je trouve ça très, très intéressant. Et puis, on terminera sur prioriser, c'est sacrifier lorsque on va venir justement choisir ce dilemme-là. Bref, je vais quand même te laisser te représenter pour ceux qui n'auraient pas encore regardé la première interview. Je te remercie, je suis ravie d'être là pour ce second volet. Eh bien, je suis docteur en géographie et aménagement du territoire, spécialiste de l'accès aux soins. Donc, je travaille sur les inégalités d'accès aux soins sur les territoires, essentiellement en France. Et mon travail, c'est d'accompagner essentiellement les libéraux pour faire des diagnostics de territoire et analyser l'offre et la demande de soins assez précisément, leur dynamique depuis quelques années, ce qui se passe aujourd'hui et anticiper au mieux ce qui va se passer demain, donc avec toute une dimension prospective. Voilà pour ce qui est de mon activité au quotidien. Super, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La fameuse enquête annuelle sur les délais d'obtention d'un rendez-vous en ophtalmologie, avec les fameux 2 scénarios. En plus, là, on a un vrai recul, puisque je crois que c'est la 5e ou 6e année que vous réalisez ça, que tu réalises ça avec le SNOF. Donc, du coup, qu'est-ce qui a changé finalement, puisque l'an dernier, il y avait donc les fameux 2 scénarios non urgents. Et puis l'urgent, il y avait 24 jours, je crois, et 4 jours. Où est-ce qu'on en est? Raconte-nous tout ça. Oui, alors ce qui est important de dire déjà, c'est que c'est une enquête. Donc ce qui est génial, c'est qu'elle se fait déjà depuis 2019 chaque année, à une période régulière. Chaque année, on peut suivre l'évolution. C'est les ophtalmos qui ont souhaité avoir un regard précis et objectiver très concrètement les faits sur les territoires pour connaître précisément les délais d'obtention d'un rendez-vous. Il faut savoir, entre parenthèses, que certaines professions ne souhaitent pas avoir parfois des diagnostics aussi précis parce que quand les délais sont pas très bons à certains endroits, ça peut stigmatiser soit des régions, soit des professionnels. Et là, cette volonté de transparence est tout à leur honneur. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment pointer du doigt les régions les plus fragiles et puis trouver des solutions et améliorer les choses. Donc cette démarche est particulièrement pertinente. Et puis en plus, elle n'est pas évidente parce que le scénario sur lequel a été construit l'enquête s'appuie sur un nouveau patient. Il s'agit d'un patient qui déménage dans une nouvelle région et qui n'a pas son médecin. Donc finalement, c'est presque un scénario le plus pessimiste qui soit en termes de délai. Je n'ai pas de médecin, accepteriez-vous de me prendre et quel est le délai que vous me proposez, sachant que vous ne me suivez pas? Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. Et peut-être les enseignements principaux qu'il faut retenir de cette enquête, c'est son évolution depuis 2019 en termes de délai. Là, cette année, le délai médian est de 19 jours en 2024 pour obtenir un rendez-vous, 19 jours. Et il faut savoir que c'est 66 jours de moins que une enquête qui avait été faite en 2017, c'était pas nous, mais voilà, c'était aussi, ça avait été mesuré à un moment donné. Donc 66 jours de moins, ça fait 2 mois de moins quasiment, c'est énorme. Et 60% des rendez-vous obtenus ont été obtenus en moins de 30 jours.
Donc c'est vraiment bien. Et un quart de ces rendez-vous ont été obtenus en moins de 7 jours, en moins d'une semaine. Donc c'est pour dire une évolution qui est vraiment positive, et ça plutôt sur l'ensemble des territoires. Parce qu'on a 11 régions sur 13 en France qui ont vu leur délai s'améliorer depuis 2019 dans notre enquête. Et alors, il y a des régions qui sont vraiment en tête. Je peux vous citer la Normandie, qui a gagné 69 jours. Ah Donc oui. 69 jours de délai depuis 2019, donc en 6 ans. L'Occitanie, 60 jours. La Bretagne, 56. Les Hauts-de-France, 40 jours. C'est assez énorme aussi. Centre-Val de Loire, 34 jours. Alors, c'est sûr, il peut y avoir des inégalités à l'intérieur des régions, à l'intérieur des départements, bien sûr. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même la tendance globale dans 11 régions sur 13 qui ont vu leur délai s'améliorer. Donc voilà. Et quand là, on parle de comparaison, de diminution des délais, mais qu'est-ce que ça donne vraiment? Ben, par exemple, en Île-de-France, cette année, on a un délai médian qui est très court, il est de 10 jours. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est de 12 jours. Donc, si vous voulez, on a vraiment une différence par rapport à 2019. On entendait dire qu'il fallait des mois et des mois pour consulter un ophtalmo, ce qui est peut-être encore le cas, effectivement, dans certaines régions, certains départements, mais globalement, voilà, on est à 10 jours en temps médian, par exemple, en Île-de-France. Et on a une baisse spectaculaire, comme on vient de le voir, en Occitanie, en Bretagne et ailleurs. Est-ce que je te coupe, est-ce que vous envisagez avec le SNOF de calculer un délai sous lequel finalement il faudrait pas tomber parce que au bout d'un moment, je dirais les professionnels ont besoin aussi d'avoir une certaine file active hein, pour pouvoir réaliser leurs investissements et être sûr de leur installation. On sait que ça coûte cher hein, l'installation pour un ophtalmologue et en plus on sait que et ça on l'a su récemment qu'a priori il y a 2% de plus de médecins par an et on estime qu'en 2040 il n'est pas impossible qu'il y ait trop de médecins. C'est le Conseil de l'ordre qui racontait ça. Il y a une dimension là-dessus que vous regardez ou pas du tout? Pas du tout. Vraiment pas du tout. La question se pose pas encore. Ce qui nous inquiète, c'est les départs à la retraite. Et justement, vous allez voir qu'il y a un équilibre qui est en train de s'opérer. Donc, c'est plutôt la démographie des ophtalmos que l'on regarde de près pour qu'il soit le plus possible à l'équilibre. Mais on n'est pas encore dans cette phase où il faut avoir quand même un délai minimal pour la survie des cabinets. On n'en est vraiment pas là. Là, ce qu'on cherche absolument, c'est de diminuer les délais partout et que ce soit acceptable. C'est quel est le bon délai acceptable pour la population, et on est vraiment dans cette démarche-là pour l'instant. D'accord. L'inverse ne s'est pas encore posé. Et ce qu'on peut faire, ce que je peux dire pour compléter, c'est que quand on regarde, donc là on a parlé des régions, quand on regarde ce qui se passe dans les grandes villes, les principales agglomérations françaises, eh bien on a 8 grandes villes sur 10 qui sont sous le délai médian de 20 jours. Donc là aussi, c'est intéressant, dans les grandes villes, on arrive à quelque chose qui est relativement acceptable. Il y a d'autres études qui ont montré que le délai justement acceptable pour consulter un spécialiste, toute spécialité confondue, était de l'ordre d'une vingtaine de jours. Ça dépend entre 15 jours et 3 semaines. Ça dépend des dernières enquêtes. Mais donc là, on est dans tout à fait quelque chose qui est plutôt accepté, surtout dans le cadre d'un scénario non urgent, comme c'est le cas pour le suivi d'une pathologie ou pour des lunettes. Et donc, par exemple, pour prendre un exemple, uniquement sur la ville de Montpellier et de Toulouse, les délais ont été raccourcis de 2 mois. Ouais. Sur la ville de Strasbourg, Lille ou Lyon, le délai a environ été réduit de 1 mois à 1 mois et demi. Donc voilà, ce sont des choses importantes. Et on a vu que dans certaines villes de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 20 000 et 100 000 habitants, donc pas seulement les grosses villes, hein, parce qu'il faut vraiment s'intéresser au maillage partout en France, eh bien là aussi, on a noté une forte baisse des délais dans toutes ces petites unités, plus petites unités urbaines. Donc finalement, qu'est-ce qui a permis de réduire ces délais-là? Eh bien, parce que le SNOF a mis en place, a poussé au maximum au travail aidé, et ça a permis de soulager le temps médical de ces cabinets-là, et ça a permis donc de réduire les délais. Ça a permis aussi, ils ont travaillé aussi sur les sites secondaires avec une meilleure répartition des professionnels sur le territoire, notamment dans des territoires moins denses et davantage sous-dotés. Donc ça a été
assez intéressant comme élément. Et puis, on a remarqué une stabilisation démographique des ophtalmologistes, et notamment en zone périphérique, périurbaine. On voit que leur nombre est davantage stable. Et donc, tous ces éléments vont faire que on a finalement des délais qui arrivent à diminuer de manière assez nette grâce à l'organisation du cabinet et grâce au maillage territorial des cabinets. Donc Très bien. voilà. Tu l'as dit, 24 jours, enfin 19 jours aujourd'hui pour 24, Oui. il y a encore un an. Ça, c'était le scénario non urgent. Pour le scénario urgent, Alors, pour le scénario urgent, on n'a pas, on a également fait les mêmes éléments. On a une stabilisation du scénario et on n'a pas de de fortes, de forts écarts par rapport à 2019. On a quelque chose de plutôt stable. Ça peut fluctuer effectivement d'une région à l'autre, mais ce qui est très important en tout cas de regarder à chaque fois qu'on regarde une analyse, il y a deux paramètres qui sont à prendre en compte. C'est le délai médian et la proportion de rendez-vous non obtenus. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut regarder en détail parce que on peut avoir un délai de 10 jours, mais avec 90% de la population qui n'a pas obtenu ouais, d'échantillons qui n'a pas obtenu de rendez-vous. Donc, il faut toujours regarder ces deux éléments-là et c'est ce qu'on prend en compte dans nos études, en tout cas. d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter sur cette enquête? Ou alors est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite à notre deuxième thématique sur le dilemme des contraintes? Non, je crois qu'on a fait le tour, effectivement, sur cette enquête-là. Je pense que les points essentiels ont été abordés et ça ira. Oui, c'est pas. Ouais, alors, de toute façon, ce qu'on disait, hein, c'est en préambule, c'est qu'en effet, en ophtalmologie, le job a été fait finalement par les ophtalmologues, puisque ils se sont fait assister par des orthoptistes. Donc maintenant, ils ont pu augmenter finalement leur capacité. Maintenant, on voit qu'assez facilement, un ophtalmo va réaliser 55 à 60, 65 rendez-vous par jour, ce qui n'était pas du tout le cas au préalable. Là, c'était divisé par deux, hein. Donc Oui, forcément, les délais ont pu baisser comme ça. Tu le disais également, création de pas mal de cabinets secondaires, notamment, et je prêche aussi pour ma paroisse, parce que le job de responsable de centre s'est créé. Donc, du coup, ben, eux, ils ont pu à nouveau se concentrer sur le temps médical et déléguer finalement tout ce qui ne l'est pas. Et donc, la création de centres secondaires, d'ailleurs, plus leurs efforts, hein, leur volonté d'aller voir, de chercher en périphérie leurs patients, parce que, bah, en effet, il se faisait de plus en plus rare, hein, on le voit hein, sur Lyon, sur Paris, eh bien, on est obligé, finalement, quand on est ophtalmologue, d'aller chercher ses patients en périphérie parce que en intramuros, on n'arrivera pas à remplir ces blocs. oui, Donc, en effet, cette enquête est intéressante. Alors, évidemment, on va pas être capable de servir peut-être les 10% a priori, hein, parlait Vincent Dedeste, 10% de la population qui sont encore dans des zones désertiques. Et ça, on voit qu'il y a de plus en plus de pistes, notamment portées par Jean-Bernard Rottier sur le fait de la téléophtalmo, téléconsultation, qui permet d'aller justement avec des sites secondaires, mais parfois gérés par des orthoptistes pour améliorer encore tout cela. Alors, on pourrait croire que les autorités vont se dire, ben, les ophtalmos ont fait le boulot, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu contraindre les autres spécialités, les dermatos, cardio et autres, qui ont encore des délais extrêmement importants. Eh bien non, ils ont plutôt a priori penché vers le fait de vouloir contraindre les médecins et les médecins dans leur globalité à s'installer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que ça va aller au bout déjà? Comment est-ce que toi, quel est ton regard là-dessus? je suis un peu inquiète pour la médecine, bon, pour la médecine générale surtout, parce que à force de contraindre, on sait qu'il y a de plus en plus de médecins spécialistes et de moins en moins de généralistes, et donc c'est assez inquiétant d'obliger les généralistes à aller dans des territoires au début où qu'ils ne souhaitent pas, parce que ça les pousse forcément à aller vers le salariat et puis peut-être aussi vers une médecine de spécialité où il y aurait moins de contraintes, puisqu'il faut nécessairement, dans certains cas, des plateaux techniques qui impliquent d'aller vivre dans des lieux denses ou en périurbain. Et donc, en fait, je m'interroge beaucoup sur l'attractivité de la médecine générale et ce que vont penser les jeunes face à cette nouvelle mesure qui paraît relativement injuste parce ils se sont
impliqués durant leur étude. Ils ont essayé d'être au plus près, rendre service au plus près à l'hôpital, parce qu'on dit on leur a payé leurs études et ils doivent finalement rendre quelque chose. Mais je crois qu'ils ont déjà beaucoup donné durant leur internat au niveau des centres hospitaliers et de ce qu'ils ont fait. Et voilà, il faut vraiment, à mon avis, mener une étude très large sur l'attractivité. Comment renforcer l'attractivité de la médecine générale, puisque finalement, la médecine de spécialité, là, sera moins concernée, à mon avis, par cette mesure-là, du fait des besoins de concentration par rapport au plateau technique. Donc, il y aura forcément des contraintes. Donc, c'est vraiment la médecine générale qui est visée. Ouais, parce que en même temps, on peut le regarder comme ça, et à mon avis, c'est un petit peu le regard des parlementaires, c'est que euh, quand on regarde le phénomène des kinés et des infirmiers, l'installation contrainte, plus ou moins dans des zones, ça marche bien. Alors, ils n'ont pas le même niveau d'études, évidemment, mais ça marche bien. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas finalement avec la médecine? Alors, ça marche pas si bien que ça, parce que j'étudie aussi, je fais des missions, notamment beaucoup auprès des kinésithérapeutes un peu partout en France. Je les fais également pour les infirmiers. Et il faut savoir que les patients ont de plus en plus envie, souhaitent davantage consulter des kinésithérapeutes ou des infirmiers près de leur lieu de travail. Et donc, ils sont prêts à faire des kilomètres et à se rendre en milieu urbain, encore une fois au périurbain, à plusieurs dizaines de minutes de chez eux. Or, Ah oui, comme les territoires sont calculés, enfin les zones conventionnelles selon le zonage sont calculées par l'APL, cette APL est limitée par une fonction de décroissance à 20 minutes autour du domicile du patient et autour du centre de la commune où est calculée cette APL-là. Donc, les flux qui viennent de au-delà de 20 minutes, par exemple, si on imagine une ville importante, on sait qu'il y a des flux pourtant dans la réalité qui vont bien au-delà de 20 minutes, parce qu'il y a des gens qui vivent loin et qui viennent travailler et consommer du soin à cet endroit-là. Ils ne sont pas pris en compte. d'accord. Donc, l'équilibre offre-demande qui est indiqué dans un nombre théorique ne correspond pas à la réalité. Donc, sur ces territoires-là, il va y avoir la règle du principe du un pour un, c'est-à-dire que un kinésithérapeute peut s'installer uniquement si un kinésithérapeute part à la retraite. Or, la demande sur ces territoires-là est beaucoup plus forte que ce que le montre l'indicateur théorique. D'accord. Et donc, en fait, il y a des frustrations qui sont très fortes. Alors après, tout dépend ce que veut aussi privilégier les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils souhaitent aller plutôt peut-être faire des enquêtes et voir ce que souhaite l'usager? Est-ce qu'il souhaite consommer du soin près du lieu de travail ou près du lieu de consommation principal? Et dans ce cas-là, il faut peut-être assouplir un petit peu le Mhm. zonage dans ces lieux-là parce que ce sont des lieux en très forte tension de demande. Et puis, ou alors faire en sorte que des centres de kinésithérapie se développent, des cabinets se développent en milieu rural, vraiment plus isolé. Voilà. Là, il y a un arbitrage, il y a un choix à faire, et il n'est pas évident parce qu'il faut qu'ils tiennent compte des usages, Oui, des attentes des usagers. Et ça, c'est ça. c'est pas toujours évident. Et puis, il y a une autre injustice qui est vécue dans ce zonage kiné ou infirmier, c'est qu'ils disent toujours qu'il manque des zones très sous-dotées. Parce que les zones très sous-dotées ouvrent le droit à des aides incitatives et au maintien de l'activité, à l'installation et au maintien de l'activité. Et donc, ils sont très frustrés parce que l'enveloppe n'est jamais assez grande et ne peut pas couvrir assez de territoires. Donc, il y a cette double frustration dans les centres urbains et dans les territoires ruraux. Donc, ça marche pas forcément. Et puis, il manque des études d'évaluation de la pertinence de ces politiques-là pour savoir si ça marche vraiment. Il y en a eu quelques-unes que j'ai pu mener et effectivement, notamment en Occitanie, on a vu une amélioration au niveau des médecins généralistes, mais il faudrait le faire partout en France pour que ce soit D'accord. vraiment intéressant. Bon, super. Merci, Joy, pour ceci. Deuxième sujet, le dilemme des contraintes. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que j'appelle le dilemme des contraintes, c'est qu'on est tout simplement dans un système sous tension. Tu le sais bien, on a une baisse de la démographie médicale qui revient chaque jour et dont on vit l'impact au quotidien. Une contrainte budgétaire non négligeable actuellement aussi. Et dans ce contexte, quelle dimension de l'accès aux soins faut-il prioriser? Donc, c'est une question de gouvernance. Et une question, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, une gouvernance en tenant compte de la préférence des usagers. Que souhaite l'usager? Et comme l'accès aux soins est multidimensionnel, je prends parfois cet exemple en disant, est-ce que
le patient souhaite avoir un rendez-vous demain, mais à 1h30 de route de chez lui, ou bien dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais à 10 minutes de chez lui. Mhm. Et si il a un rendez-vous demain à 10 minutes de chez lui, c'est génial, mais est-ce qu'il acceptera qu'il y ait un reste à charge qui soit très élevé, par exemple? Et s'il est demain à 10 minutes sans reste à charge, est-ce qu'il acceptera si c'est uniquement dans une télécabine de consultation? Donc voilà, il y a toutes ces dimensions-là, et quelle est celle que l'on va prioriser? Et donc forcément, quelle est celle, ça on en parlera après, mais en fait, qu'est-ce que l'on va choisir? Quelle est qu'est-ce qu'on va privilégier dans l'accès aux soins entre le temps, le coût, la qualité de prise en charge et la modalité de consultation? Et tout ça, ce sont des éléments qui sont assez importants. Et pour te donner un exemple très concret, ce qui revient beaucoup dans le débat aujourd'hui, c'est le choix entre une égalité spatiale de l'offre de soins et au contraire une organisation différenciée des soins suivant les territoires. Donc, est-ce qu'il faut une égalité spatiale stricte, c'est-à-dire on met les mêmes soins partout, ou au contraire, et ça on entend dire qu'au contraire, de concentrer des ressources à un endroit, eh bien, ça pourrait améliorer la qualité, l'efficacité, diminuer les délais. Donc, c'est pas évident comme question. Et il faut avoir la notion que l'on fait un choix et que du coup, on délaisse autre chose. Et ça, c'est parce qu'on est dans un système assez contraint. Par exemple, l'Association des maires de France plaide régulièrement pour renforcer les hôpitaux de proximité. Et j'entends. Mais l'argument qu'il avance, c'est que les habitants des espaces très peu denses consomment 16% de séjours hospitaliers en moins que la moyenne nationale. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter à ce chiffre? Est-ce que on veut de l'égalité partout encore? Mais ce chiffre peut-être ne traduit pas nécessairement un déficit d'accès ou un renoncement aux soins. Dans ces 16%, il peut y avoir aussi, comme ça a été démontré en géographie, des patients, des populations qui ont une meilleure santé globale. Je pense aux habitants du Gers avec le canard, ils ont une espérance de vie excellente. Je pense, ils ont peut-être des besoins de soins qui sont moindres avec des stratégies locales d'adaptation à l'offre de soins. Ils vont peut-être moins à l'hôpital local, mais ils ont peut-être un réseau de libéral, de médecins libéraux et de tout l'ensemble des professionnels de santé particulièrement performants qui évitent les hospitalisations de proximité. Voilà, il faut faire un petit peu attention et mettre en perspective. Et là, dans toutes ces dimensions-là, effectivement, il y a le dilemme des contraintes. Ouais. Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, en fait, ce qu'on pourrait dire pour conclure sur cette question-là, c'est que dans un système contraint, garantir l'accès aux soins impose d'arbitrer, il faut arbitrer, et puis il faut assumer et justifier les priorités qu'on a choisies. On ne peut pas faire le en même temps, parce que ça ne marche pas. On est vraiment là dans un système où on choisit, on va jusqu'au bout, on privilégie, on justifie, et on tient compte de la diversité des besoins qui ne sont pas les mêmes. Donc on ne va pas vers de l'égalité, mais vers de l'équité, en tenant compte des besoins et des dynamiques locales qui ne sont pas les mêmes. Un territoire qui perd de la population, qui est en déprise économique, n'aura pas les mêmes besoins et la même trajectoire qu'un territoire qui vit une explosion démographique, immobilière, de l'emploi, économique, et donc une forte attractivité de professionnels de santé. Ça va avec. Et oui, ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des transferts de population et il faut qu'il y ait un transfert aussi du maillage médical qui aille avec. Et ça qui est difficile, c'est que ben, bien souvent, on va perdre sa maternité près de son village, etc. Et on va trouver que c'est pas sympa, on va perdre sa poste, on va perdre tout ça. Mais c'est tout simplement que c'est plus au bout d'un moment. Alors, il n'y a pas de question de rentabilité en médecine, mais c'est un peu le même principe. C'est qu'on va devoir concentrer parce qu'il y a besoin de faire évoluer en plus l'appareillage, etc. Et qu'on peut pas se permettre, par exemple, d'avoir en radiologie des scanners, des IRM dans tous les villages. C'est pas gérable. C'est pas gérable. Et puis, pour la maternité, on sait que c'est dangereux. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'à partir du moment où on ne fait pas un certain nombre d'accouchements par jour, Ah oui, eh bien, il y a des actes qui se perdent et donc c'est compliqué. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré un lien entre qualité et concentration des soins. bien Donc, sûr. et puis, il y a la diffusion et la proximité. La proximité est aussi une valeur. Mais voilà, il faut faire un choix et donc, effectivement, il faut tenir compte de ces contraintes-là. Choisir, c'est renoncer. Très bien. Euh,
Dernière thématique qui va avec, hein, prioriser, c'est sacrifier. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, en fait, il faut une vision holistique de l'accès aux soins. C'est-à-dire que l'accès aux soins, comme on a vu, il y a plusieurs dimensions. On priorise des ressources et on ne satisfera peut-être pas tous les critères. C'est ce qu'on a vu avec le temps de trajet, les délais d'obtention de rendez-vous, les coûts, etc. Donc, il faut avoir vraiment conscience, ça découle de ce qu'on a dit aussi, qu'on risque de sacrifier les autres dimensions de l'accès aux soins. Il faut l'avoir en tête. Par exemple, dans le cadre du second recours, si on concentre les soins en des lieux spécifiques avec une forte disponibilité des médecins, eh bien, il faut peut-être à ce moment-là qu'il y ait un accompagnement ou des aides qui devront être proposées pour effectuer des trajets à la population. Donc, pour qu'il y ait une forme d'équité, il peut y avoir des transports sanitaires qui peuvent être mis en place. Euh, Tu sais, par exemple, si on prend un petit exemple à petite échelle, avant, chaque petite commune avait son médecin. Et puis, de plus en plus, on a des maisons de santé pluriprofessionnelles où on regroupe dans des jolis locaux tout neufs, financés par le Conseil général, par plein de structures publiques et, hum, et aussi les professionnels de santé eux-mêmes, eh bien, il y a une concentration de l'offre de soins. Et donc, on voit sur les territoires plein de petits villages où il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus se rendre à pied auprès de leur médecin puisqu'il y a une concentration, donc il y a un vide qui va se créer tout autour. Et c'est là où si on fait ce choix de la concentration pour pouvoir développer l'offre, pour tout un tas de raisons, eh bien, on va sacrifier à la proximité. Et c'est là où il faut anticiper et faire attention quand on sacrifie une dimension, il faut aller un petit peu plus loin et mettre en place des services de bus, des services de covoiturage pour ne laisser personne de côté. Et effectivement, pour que les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, celles qui ont des difficultés, puissent consulter, puissent continuer à consulter des soins. C'est exactement ce qui peut se passer pour les obstacles d'ordre financier avec le système de mutuelle. Donc, il y a toujours une contrepartie. On regarde ce qu'on privilégie, ce qu'on priorise, on regarde ce qu'on sacrifie. Et puis, dans ce cadre-là, il est important de justifier les décisions en toute transparence. Voilà, on a fait ce choix, on l'explique, on va jusqu'au bout et on essaie de voir ce qu'on peut faire pour compenser les autres dimensions qui n'ont pas été priorisées, qui ont été sacrifiées, même si ça ne se dit pas par les pouvoirs publics ou ça ne se dit pas, ça peut choquer en disant on a sacrifié la proximité. Ouais. Néanmoins, on a privilégié d'autres choses et puis on va mettre telle et telle chose en place. Ça, c'est Et surtout que là, en plus, on est vraiment en train de trouver des solutions pour sauver notre modèle social qui est quasiment unique dans le monde, mais qui est en danger. Il faut être très clair. Et si jamais, justement, on ne fait pas de sacrifice dans certains domaines, il ne pourra pas perdurer, quoi. tout à fait, c'est vrai. Et on est dans une époque où on a beaucoup de croyances et beaucoup de convictions non étayées. Et pour aller dans ce sens, ce qui est très important, c'est d'objectiver les faits. Voilà, quand on dit ceci coûte plus cher que ça, il y a du gaspillage, il y a, on est en train de concentrer les choses et on fait mal, etc. Il faut objectiver les faits et il faut qu'il y ait des indicateurs qui font consensus. Ça peut être l'espérance de vie en bonne santé pour la population, le service rendu à la population, peut-être aussi le niveau de satisfaction d'un service ou d'une maison de santé qui a été mis en place, quelque chose qui soit partagé par tous et que l'on puisse sortir de ces croyances ou des convictions non étayées pour aller vers quelque chose. Parce que l'évaluation permettra de faire consensus. Voilà, une évaluation permettra de dire, ben non, les chiffres sont là et on a choisi de prioriser telle dimension, de sacrifier telle autre, mais avec les chiffres, on arrive à quelque chose, on arrive à rendre transparente la décision publique et puis à objectiver les choses. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que il est vraiment important dans ce système-là d'évaluer, et chaque organisation doit être évaluée dans toutes les dimensions. Donc, les questions qu'on doit se poser, c'est a-t-on gagné en disponibilité vraiment pour les médecins? Est-ce que le délai d'obtention de rendez-vous a diminué, oui ou non? Est-ce que les trajets se sont allongés, oui ou non, pour la population? Est-ce que le coût restant aux patients a augmenté ou pas? Et quelle est la santé réelle de la population, que ce soit par exemple l'espérance de vie en bonne santé, le nombre de prévalence de cancer, etc., etc. Il peut y avoir aussi des, 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 des actions de prévention qui sont évaluées aussi sur des territoires. Donc en fait, évaluer, c'est pas seulement mesurer des délais ou des distances, c'est vérifier que la santé de la population progresse réellement. Voilà, il y a tout cet aspect-là dans l'évaluation. Et je crois qu'il faut en avoir conscience. Et ce qui est marrant, c'est que quand on entend parler d'évaluation, de priorisation, on pense beaucoup au pouvoir public,
aux autorités sanitaires comme l'ARS ou l'assurance maladie. Mais ce qui est marrant, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les médecins aussi font cette démarche d'évaluation. Et c'est ce qu'a fait le SNOF, c'est ce que font aussi plusieurs URPS en regardant les délais d'obtention de rendez-vous. Parce que finalement, il n'y a que ça, c'est le seul indicateur réel et pas théorique comme beaucoup d'autres indicateurs qui mesure l'adéquation entre l'offre et la demande sur les territoires. Quel est le délai? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Et donc, derrière, quel est le service rendu au patient? Quelle est sa capacité à consulter un médecin? Et le SNOF, les médecins s'emparent de cette question, font des enquêtes, paient des instituts de sondage pour pouvoir avoir chaque année, à date fixe, une température de l'accès aux soins sur les territoires. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Et cette idée de température et de suivi, de dynamique des délais, est vraiment très importante pour savoir dans quelle direction on va. Si la politique qu'on a mis en place, comme le travail aidé ou autre, porte ses fruits, ça peut être également le maillage des sites secondaires, ça peut être la téléconsultation, mais voir si vraiment il y a un effet, une évaluation précise pour la population. Voilà ce qu'on peut dire de cette priorisation et donc de cette nécessité absolue de justifier par l'évaluation ces mesures-là. Surtout que ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu comme la barre du Titanic. Quand on prend une décision, elle met du temps Complètement. à être réalisée dans les faits. Mais en plus, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et là, je pense à deux choses particulières. C'est le fait que ben, les baby-boomers qui ont été très, très, très consommateurs de soins vont s'éteindre progressivement. Donc du coup, et on sait que ben, la fertilité en France, c'est pas tout à fait ça. Donc du coup, il y a une population qui risque de stagner, voire de ralentir. D'où forcément l'appel à l'immigration. Mais il y a aussi autre chose en parallèle, c'est qu'on sait que, a priori, avec tous les spécialistes d'IA le disent, d'ici 2035-2040, on aura solutionné, ou en tout cas on aura trouvé des traitements à tous les types de cancers. Donc en même temps, c'est extrêmement compliqué pour les politiques de se situer. Est-ce qu'on va avoir moins de soins ou plus de soins? Enfin, c'est assez compliqué, quoi. Oui, mais il y a quelque chose, à mon avis, qui n'est pas pris en compte et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est l'immense virage du vieillissement de la population. On Ouais. n'imagine pas ce à quoi on va faire face et il va y avoir un vieillissement de la population tellement important que vraiment les besoins de soins vont exploser. Donc je pense qu'il y a pas de risque par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a une baisse de la natalité qui est prévue assez importante. Mais par contre, le vieillissement est tel, et on sait que le besoin de soins est tel aussi, avec à partir de 80 ans, 70 ans, que là, il faut absolument anticiper ce virage-là. Et finalement, peu de politiques publiques aujourd'hui tiennent compte vraiment de ce virage démographique qu'on s'apprête à vivre d'ici 2050. Enfin, on y est là quasiment. Est-ce qu'on peut pas regarder, on peut observer le modèle japonais peut-être, qui eux ont justement eu ce principe-là de vieillissement de la population très tôt finalement. Oui, c'est vrai. Alors les Japonais, c'est un peu particulier parce qu'ils sont, par exemple, ils sont vraiment pas pour une politique d'immigration et ils ont beaucoup misé sur la robotique et l'IA pour les aider à avoir à prendre en charge les personnes âgées et à avoir de l'aide à domicile, mais ça ne remplace pas des soins. Et là, il faut vraiment anticiper ce virage-là au niveau médical et paramédical, au niveau des établissements de santé de prise en charge des personnes âgées. Et il va y avoir un besoin monumental d'ici peu qu'il faut prendre en compte. D'accord. Eh bien, écoute, Joy, en tout cas, on sera là pour commenter déjà dès l'an prochain pour voir un petit peu comment évoluent hein, à nouveau les délais. Merci pour tout ça. Avec grand plaisir. Bonne fin de journée. Et puis, ben, je te dis donc du coup à très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt, Sébastien. Au Salut revoir. Joy. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Joy nous a offert une nouvelle fois sa lecture sur les délais de rendez-vous et nous a également permis de mieux comprendre certains choix réalisés par nos institutions. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.